retrouve aujourd'hui pour regarder Sarah Salman, notre bourgeoise préférée, chouiner sur la grève. Sarah Salman, c'est quelqu'un de très intéressant sur tout un tas de sujets. Comme vous le savez, nous, on adore la détester. On espère que vous allez adorer la détester avec nous. Son avis sur le travail nous importe évidemment beaucoup. Et donc, nous allons pouvoir nous amuser sur cet extrait avec mon acolyte Chris de Position Revue. Chris, comment ça va? Es-tu content? Bah, tu me connais, tu sais que là je vais bien, mais tu me testes. Tu testes ma résistance parce que tu as mis Oui. ma kryptonite, celle qui me. Oui. Voilà. Sarah Salman. Donc, Exactement. j'ai moi-même un traitement amical et médical sur Sarah Salman. C'est le moment de tester sa performance en fait. Hein. Donc, let's go. Est-ce que tu vas réussir à rester poli pendant les 55 secondes de la vidéo? C'est un défi. Head watching de bourgeoise de droite, c'est parti, let's go. Dis-nous tout, Sarah. Depuis 1947, il n'y a pas eu une seule année où ils n'ont pas été en grève. Donc en fait, c'est absolument tous les ans. Non, mais c'est toujours à Noël, pardon, menacer les fêtes de fin d'année, moi ça me rend dingue. Ils prennent les Français en otage. Alors, moi déjà, comme ça j'arrête. Déjà, bon. Le col roulé est plus. Bon, déjà c'est Sarah quoi. Et donc là, mais. Je pense Oui, on est sur de l'éthos bourgeois. On est sur de l'éthos bourgeois. Mais c'est un compliment quand même. C'est un compliment d'avoir fait grève tous les ans depuis 47. Moi, pour moi, ça mérite une médaille. D'abord, moi, quand j'entends ça, le premier réflexe, c'est de dire bravo les camarades cheminots de faire chier les bourgeois. Notre camarade Padu l'avait tweeté, il a eu raison. Ils font chier les bourgeois tous les ans depuis 1947 et ça, c'est incroyable. Bravo les camarades, vous êtes les meilleurs. Vous me faites rêver, hein. Vous êtes trop forts. On dirait que là, tu sais, elle présente un truc record du monde, médaille d'honneur pour l'ensemble de leur œuvre, la SNCF, les cheminots, une grève depuis la libération, quand même, tous les ans. Bah, je dis les gars, mais on dit merci, on s'incline. Voilà. Oui. Je pense. C'est le sens du message de Sarah, a priori. J'ai pas vu la suite. Ça, c'est notre France. Ça, c'est notre France. Mais ça, c'est notre France. Ça, c'est la France de Jean Ferrat, quoi. Tu vois, hein? Évidemment. De 36 à 68 chandelles, comme il chantait. Bon. Incroyable. C'est pas la France de Sarah, par contre. C'est pas la France de Sarah. Qui a un père médecin, je crois. Oui, médecin charlatan. Oui, cardiologue, vendeur de... Alors attends, charlatan, Chris. Moi, je te rappelle que je suis parfaitement confraternelle avec tous mes confrères. Moi, je l'ai vu. Donc, je me permettrai juste de dire qu'il est possible que le père de Sarah ait construit sa fortune sur le fait de promouvoir certains trucs de santé qui ne sont pas tout à fait prouvés scientifiquement, en étant invité sur énormément de plateaux télé pour vendre ses livres. Voilà. Bah, il me semble. Mais c'est vrai, en toute confraternité que moi je n'ai pas, moi je pense que c'est un charlatan. Mais toi, tu ne l'as pas dit. Non, je ne me permettrai pas ce genre de remarque. Oui, tu as bien raison. Et c'est tout à ton honneur. Voilà. Allez, on enchaîne avec Sarah. Parce qu'ils veulent que ça ait le plus de poids possible. Mais en réalité, quand vous êtes, pardonnez-moi, mais quand vous n'êtes pas content de vos conditions de travail à ce point-là, il y a un moment où vous changez de travail, vous arrêtez. Là, je fais le Mais même. en fait... Du coup, je le fais trop bien. En fait, les gens, ils sont cons, Chris. Non, mais tu vois, c'est vraiment dingue à quel point les Français sont des cons, tu vois. Toi, t'es là, tu te dis, ouais, moi, je suis maçon, je bosse 40 heures par semaine, à 45 ans, mon corps, il est cassé, j'ai gagné 1600 balles toute ma vie parce que j'étais ouvrier employé par un patron qui m'a exploité, etc. Mais t'as pas pensé à changer de boulot et à devenir avocate comme Sarah Salman, mais vraiment les gens sont cons, hein. Ils font pas d'efforts en vrai, hein. C'est ça le problème, je pense. C'est ça. Mais alors ça c'est très intéressant parce que c'est aussi un mythe de la bourgeoisie, c'est de faire croire aussi que le prolétariat fait grève parce que il n'aime pas ses conditions, tu sais, parce qu'il n'aime pas son travail, ou que ce serait des feignants qui cherchent à avoir des jours chômés gratos. Alors je vous rappelle, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça, un truc élémentaire. Quand on fait grève, on n'est pas payé. Donc, donc je vous le donne en mille. Hein. Si les gens
par fainéantise, ne voulez pas aller au travail sans être payé, ça s'appelle un congé sans solde. Vous voyez, et vraiment, si vous demandez un congé sans solde, vous arriverez à la même chose et vous vous ferez pas voir mal par votre supérieur hiérarchique comme un gauchiste qui fait chier. Vous voyez, donc, déjà, premier rappel. Et second rappel, c'est justement parce que on connaît la nécessité et qu'on aime son travail qu'on veut en améliorer les conditions. Vous voyez, ça, c'est vraiment la structure mentale bourgeoise de croire que quand on n'aime pas son travail, on en change. Ben non, parce que justement, le travail pour le prolétariat, ça a un sens collectif. Ça n'a pas un sens individuel. Ça ne sert pas à se réaliser personnellement et à être heureux. Comme nous a dit dans une précédente capsule la petite fille Julia de Funès, nettement moins drôle que son père. Enfin, en tout cas, moi qui ne m'a pas fait rire. Mais voilà. Et ça, tu vois, il y a vraiment là une opposition de vision du monde de classe. Et moi, je le dis tout le temps, non, le travail, ce n'est jamais un moyen de réalisation individuelle. Il faut vous sortir ça de la tête. Vous voyez, le travail, vous pouvez être heureux dans votre travail, etc. Mais ça dépend toujours de l'organisation collective qu'il y a autour. Zo, je vais te laisser en dire parce que je suis sûr que toi, ta façon d'aimer ton travail de médecine, il dépend complètement de la façon dont il est organisé. Mais juste, ça, c'est un truc très important parce que toute l'institution capitaliste de la division du travail social, avec l'école, le fait de vouloir, et on pourrait mettre le truc d'Elisabeth Borne, là, trouver sa formation à 2 ans, là, je sais pas quoi, là, tu vois, le fait de... peut-être qu'on aura l'extrait, mais cette idée de se réaliser individuellement, trouver sa voie, trouver ce qui va nous rendre heureux comme métier, mais tout ça, ce sont des bullshit de la bourgeoisie pour vous faire accepter de rentrer dans une division du travail toute votre vie pendant 30, 40 ans, etc. Et seuls les bourgeois qui, eux, ont des structures mentales, du capitaux, des privilèges de classe, etc., eux peuvent se dire, bah, moi je peux faire ça 2 ans, je peux faire ça 3 ans. Pour le reste, on va vous faire croire que c'est légitime, c'est votre choix, c'est normal que vous ayez choisi ce métier et que vous allez l'assumer pendant 40 ans. Non, le travail collectif ne sert pas à se réaliser individuellement. Pour vous réaliser individuellement, il y a vos amis, la famille. Moi, je pense que le meilleur, ça reste les amis, le foot et les repas. Voilà. Donc, mais chacun là-dessus choisit. Le travail, ça sert à se réaliser collectivement. Le travail, ça sert à fabriquer la société. Tout ce qui est autour de vous est du travail collectif. Et donc, c'est pour ça que la réappropriation du travail collectif, oui, le travail, ce sera toujours un peu chiant. Vous voyez, ce sera toujours les nécessités collectives. C'est comme faire la vaisselle chez vous, nettoyer la salle de bain, ranger le linge, etc. Et bien, quels moyens collectifs on trouve pour pouvoir faire en sorte que ces trucs chiants le soient le moins possible pour la majorité. J'ai un thé un peu long, mais ça, c'est un truc qui me casse les couilles depuis toujours. Faire croire que le travail est émancipateur. Non, la seule fois où on a vu le travail rend libre dans l'histoire, c'est sur les camps de concentration nazis à Auschwitz. Donc, dès que vous entendez que le travail vous émancipe individuellement, pensez, ces gens en face de moi sont des nazis. Tout dans la mesure, Christian. C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Retournons à Sarah. Voilà. De faire grève tous les ans et de polluer la vie de millions de Français qui n'ont rien demandé. J'ai regardé le coût des grèves, ça coûte énormément d'argent, notamment une fois en 2019 où c'était 600 Elle a dit un pognon de dingue, je crois. Oui. Millions d'euros. Parce que combien ? C'était une grève à rallonge. Je pense que quand vous n'êtes pas satisfait à ce point-là, voilà, vous démissionnez, vous changez de travail. Parce que je pense à des professions comme les aides-soignantes, les infirmières. Attends, elle parle du médical en plus après. Attends, juste pour donner un ordre de grandeur, 600 millions, c'est la fortune d'Arthur, le présentateur, qui a tendance à avoir des contacts assez rapprochés avec les femmes pauvres qui viennent essayer de gagner de l'argent dans ces jeux télé. Voilà, 600 millions. Moi, c'est bon, je les ai trouvés, Sarah, pour rembourser la grève. C'est bon, on les a. Ouais, en plus, ils ont l'air de s'apprécier tous les deux. Facile. Alors, attends, il y a un petit peu avant. Ouais.
Vous changez de travail parce que je pense à des professions comme les aides-soignantes, les tellement infirmières. Il y a plein. Ah oui. Comment? C'est tellement Oui, confortable. mais il y a tellement de professions qui galèrent, les aides-soignantes, les infirmières. Il y a plein de professions qui ne font jamais grève, qui travaillent parfois 7 jours sur 7 et qui ont des conditions de vie plus difficiles que les employés de la SNCF. Donc, je trouve que c'est un peu injuste. En fait. Depuis Attendez. Alors, Là, Sarah, Là, je tu vais peux dérouler. t'informer. Alors Sarah, déjà, je suis désolée de te l'informer, mais en fait, les personnels hospitaliers notamment font beaucoup grève depuis des années, en fait, pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, mais parce qu'ils ont envie d'améliorer les conditions de travail dans lesquelles ils sont, pour eux-mêmes, pour leurs patients, etc. Par contre, il y a un truc particulier quand on est soignant à l'hôpital public, par exemple, et qu'on fait grève, c'est comme on fait une activité professionnelle qui ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que toi, Sarah, bon, quand ton train est en retard ou est reporté. Bon, toi, j'imagine que tu dois prendre l'avion, donc je ne sais même pas si ça te concerne, mais Un chauffeur. tu vois, bon, Un voilà, chauffeur. c'est un peu chiant, tu vois, voilà, c'est relou. C'est vrai que ça peut être vraiment relou, tu vois, tu avais prévu, t'es parti en déplacement, machin, faut que tu rentres chez toi, tu peux pas rentrer. Tu avais prévu d'aller voir ta famille, c'était prévu, bah, finalement, tu peux pas y aller le jour où tu as prévu. Oui, c'est chiant. Mais en fait, quand les infirmières s'arrêtent de travailler, il y a des gens qui meurent. Genre là, tout de suite, quoi. Donc, on va faire une petite échelle entre ce qui est supportable et pas supportable. Et en fait, quand les infirmières arrêtent de bosser, c'est pas supportable. C'est-à-dire que ça tue des gens. Et donc, nous, les soignants, notamment ceux qui travaillent à l'hôpital public, quand on fait grève, on est réquisitionnés. C'est-à-dire qu'il y a, moi par exemple, médecin, si, je sais pas, sur mon secteur de garde, le mec qui était de garde ne peut pas faire sa garde parce qu'il est arrêté, parce qu'il s'est blessé, parce qu'il décide de faire grève, par exemple, et ben il y a la police, la gendarmerie qui vient chez moi, par exemple, me dire bonjour docteur Truc, bonjour docteur Zoé, vous êtes réquisitionné pour la garde de ce soir de 20h à minuit. Et j'y vais, parce que je n'ai pas le choix, parce que sinon je prends une énorme amende, etc. Donc, c'est pour ça, en fait, que les aides-soignantes et les infirmières font, aux yeux de Sarah Sandman, pas grève, alors qu'en fait, elles font grève. C'est parce que les soignants sont réquisitionnés quand ils font grève, en fait. Donc, ça donne des grèves qui ont une efficacité assez modérée. Et c'est pour ça que, du coup, on aimerait bien, dans ces cadres-là, que les conditions de travail à l'hôpital, l'état du système de soins en général, ça soit un truc dont on s'empare collectivement, pas que les corps soignants qui travaillent à l'hôpital public. Et donc, du coup, permettre à l'hôpital de continuer de tourner parce que c'est compliqué de faire une grève dure quand tu travailles à l'hôpital, tout en étant efficace dans la lutte et en faisant un vrai rapport de force. Mais ça, je pense que Sarah n'en a rien à foutre. Ensuite, Sarah nous parle des conditions de travail des aides-soignantes et des infirmières qui sont plus difficiles que celles des cheminots de la SNCF. Alors, je pense que ça dépend de quel personnel de la SNCF déjà, pour commencer. Je pense qu'il y a certains personnels de la SNCF qui ont des métiers qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense qu'ils peuvent avoir des horaires un peu à la con, travailler aussi les week-ends et les soirées. Enfin, je sais pas, elle est pas au courant que les trains, ils circulent en dehors du 9h-17h du lundi au vendredi, apparemment. Mais bon, voilà. Et effectivement, elles ont des grosses difficultés. Actuellement, je dis elles parce que c'est des professions qui sont très féminisées, mais il y a aussi des hommes qui le font. Le truc, Sarah, c'est que en fait, aucune des propositions politiques que toi tu portes ne va permettre d'améliorer leurs conditions. Aucune. C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, augmenter massivement les cotisations patronales pour pouvoir financer correctement, via l'assurance maladie, un système de soins correct. Il faudrait arrêter d'avoir une vision comptable et marchande de la santé. On pourrait, par exemple, faire tout un tas de trucs, hein. Mais toutes ces choses, je ne pense pas que ça soit dans le logiciel de Sarah Sandman qui... je me souviens d'un extrait hein, où elle expliquait que quand même les gens ils s'arrêtent pour rien quand ils ont un rhume, que elle va plaider quand elle est malade et que c'est pas grave et tout. Et ben en fait Sarah, encore une fois, tu es dans une position sociale extrêmement privilégiée qui te permet de ne pas avoir ce genre de truc à cœur. Et comme tous les bourgeois, comme d'hab, quand il y a des prolos qui se plaignent, et ben tu les mets en concurrence avec d'autres prolos. Tu sais, c'est ce même là où tu as un gros capitaliste avec une montagne de cookies devant lui. Il regarde le gars qui a un cookie dans son assiette. Il montre l'autre gars qui a 0 cookie dans son assiette en lui disant fais gaffe, le gars à côté, il veut te voler ton cookie. Et ben là, c'est exactement ça. C'est la mise en concurrence du prolétariat entre soi. Genre, ouais, t'as vu, ils font grève, mais ils sont mieux lotis que toi, c'est un scandale, etc. Voilà. Mais je sais pas, Chris, si t'as Mais envie. moi, je suis d'accord. Et en plus, moi, je vais mettre une balle à une autre personne que j'adore, François Ruffin. Voilà ce que t'as fait, François Ruffin, avec cette
Putain, voilà, tu vois, là, j'allais sortir un gros mot. Mais voilà ce que... Courtois avec Sarah. Voilà ce que tu as fait, François Ruffin. Tu lui as permis de pouvoir dire devant tout le monde, moi, Sarah Salman, j'ai vu que aide-soignante ou aide à domicile ou nettoyer des chiottes, c'était très difficile et c'est des gens qui font pas grève. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai cette petite expérience grâce à ce truc-là. Et maintenant, je vais venir mettre de la concurrence au sein du prolétariat et faire croire que se mettre en grève, qui devrait, normalement, si on avait un prolétariat conscient et uni, être vu comme quelque chose d'avant-garde, bénéfique, important par tous les gens qui sont concernés par être ouvriers ou employés, c'est comment dire, ce serait un truc de feignasse, un privilège, montrer que non, en fait, eux, ils sont pas assez résilients, parce qu'en fait, ils se plaignent quand ils ont des travails de merde. Mais je vais vous le dire clairement, le problème, si on va utiliser ce mot résilient, les gens, la problématique de ce mot dégueulasse, c'est que oui, malheureusement, notre prolétariat est trop résilient. Le problème, c'est qu'on s'habitue trop à des travaux de merde. Vous n'avez pas à être résilient. La division de la classe ouvrière, le manque de partis font que des gens acceptent des choses inacceptables. Et on doit toujours être fier de voir des gens défendre leurs conditions de travail, vouloir les transformer, etc. Ça n'est pas simple. Moi, je parle d'expérience, là, vraiment, s'il y a bien un truc que je connais, c'est ça. C'est très compliqué, c'est pénible, ça apporte pas grand-chose. C'est un travail de longue haleine, mais ça fait tenir, ça fait vivre. Baisser la tête, courber les chines, etc. Ça, c'est l'indignité dans laquelle Sarah veut nous plonger. Et en exprimant la sacro-sainte bourgeoisie, c'est-à-dire la valeur travail, c'est-à-dire fermez vos gueules, parce que regardez ce qui est bien, vous travaillez déjà. En plus, avec la menace de c'est déjà bien, vous avez un travail. Et c'est contre ça vraiment qu'on doit se battre. Et celle-là, moi, elle me fatigue. Je la déteste. En plus, je la trouve vulgaire. Comme je trouve toute la bourgeoisie vulgaire, en fait. Voilà. Des hommes, des femmes, etc. Je la trouve arrogante. Et je ne comprends pas comment on a pu faire en sorte d'être aussi impolitique. Impolitique, on ne le dit pas aujourd'hui, mais c'est un vieux mot que Robespierre utilisait, aussi impolitique que François Ruffin, c'est-à-dire inconséquent d'avoir mis cette meuf en avant, en la plongeant dans un vie-ma-vie de Wish de merde. François Ruffin, t'es un traître à la classe en ayant fait ça. Franchement, t'es un traître à la classe. Voilà. Je sais pas ce qu'il imaginait que Sarah ferait une petite interlude dans sa vie de grande bourgeoise pour découvrir ce que c'est que le prolétariat et tout d'un coup deviendrait immédiatement une alliée pour la lutte. Non, je pense que c'était un petit peu surestimé. Et effectivement, en fait, toute personne qui se met en grève, quand tu l'as dit, c'est de toute façon une bonne nouvelle pour tout le monde parce que ça nous rappelle que c'est possible, parce que ça nous rappelle que c'est le moyen de mise en place du rapport de force qu'on a. Le fameux nous ne sommes ils ne sont rien, nous sommes tout, voilà. Et est-ce que tu as envie, Chris, qu'on se une petite vidéo l'anti-résilience. Exactement. On nous demande beaucoup de résilience aux salariés et là vous allez voir la vidéo d'un jeune homme, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. La vidéo est incroyable, c'est un jeune homme qui travaille dans un magasin de fringues. Et d'un coup, le gars, ça y est, le gars, il en a marre. Il décide de se révolter. Et puis ensuite, on va parler de... On va se regarder un peu ça parce que ça fait un peu kiffer. On va regarder ce roi. Ouais. Alors attention, certains propos ne sont pas tout à fait polis. Mais en fait, on a le droit de pas toujours être poli quand on est face. Voilà, Algo pas content, très probablement. Voilà. Après, ne me demandez pas pourquoi ça s'est pas étiqueté, pourquoi je suis pas responsable, je suis pas adjoint. Sucez ma bite si vous n'êtes pas content. Pompez. Sinon, moi je fais pas. Normal, c'est pas dans mon contrat. Sucez-moi si vous voulez que je fasse. Let's go. C'est logique, je pense. Hein. Let's go. Après, voilà. C'est comme ça qu'on leur parle, putain. C'est comme ça qu'on leur parle. Vous voyez ? Donc la génération Z, là, vous leur parlez comme ça. Vous leur dites, moi je suis venu
pour 28 heures d'intérim, ok ? Moi, mon job, mon patron, c'est Synergie, c'est Adecco, c'est Manpower, c'est Randstad, tout ce que vous voulez. Donc là, vous voulez me demander un truc en plus, c'est pas dans mon contrat. Donc, je vais pas dire le mot parce que voilà, mais faites ça, quoi. Donc, mais c'est exactement comme ça. Quand ils s'habitueront à ce que des gens leur parlent comme ça, ils baisseront la tête. Voilà. Donc, la génération Z, là, quand vous allez faire des tafs d'intérim, et vous allez voir, il y en a, etc., ne vous laissez pas faire. Moi, quand j'ai commencé l'intérim, j'avais 18-19 ans. J'ai même commencé avant 18 ans, mais c'était des trucs de saisonnier. Moi, les gars, ils me faisaient des contrats de minimum 35 heures, des contrats à la semaine. Et à un moment, le jeudi, il me dit bah non, en fait, demain, il n'y a plus de boulot, tu vois, parce que tu as été trop vite ou je sais pas quoi. Donc, bah, tu viens pas. Bah, ok, pas de problème, je viens pas. Et les gars, tu sais, je regarde ma paye tomber et je dis, bah, je comprends pas là, j'ai été payé que 28 heures. Bah oui, parce que t'as pointé que de. Non, mais mon contrat, il est à la semaine. Donc, lisez votre contrat. Donc là, vous me payez mes 35 heures. Donc, moi, je m'en tape, j'ai signé pour faire 35 heures. Ça, c'est légal. Vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Lisez vos contrats de travail. On peut faire ça, on peut faire des formations. Moi, je veux bien faire un Twitch. Un jour, je vous explique comment c'est de lire un contrat de travail, d'intérim. Je connais tous les tips. Lisez votre bulletin de salaire, etc. Ne vous laissez pas faire. Et ce jeune homme, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir, surtout devant des petits commerçants, là, les petites boutiquiers de merde. Pardon, je suis un peu saoulé, mais c'est Salman. Voilà ce que ça a fait, Salman. Voilà. Mais il a trop raison. Mais surtout que en plus, si tu veux, alors la limite un peu qu'il y a à ça, alors ça fait trop kiffer de voir ça et ça fait partie des trucs qui motivent chacun individuellement dans sa situation de travail à pas se faire marcher sur la gueule de voir ça. Mais la réalité, c'est que c'est hyper dur de s'opposer quand on est seul, tu vois, au pouvoir patronal, etc. Tu sais, le réflexe de soumission qu'on a à l'autorité, et puis aussi avec tous les discours à la Salman qui nous ont été serinés pendant des années, de machin et gna gna, il faut se donner dans son entreprise, il faut pas être feignant et truc et machin, enfin, les assister, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, ce que tu disais à la fois sur la capacité à s'opposer au patron, et la capacité aussi à connaître ses droits, connaître son contrat de travail et tout, il y a un truc, il y a des institutions, enfin il y a des orgas qui font ça s'appelle des syndicats, les copains. Exactement. Et donc vraiment, c'est l'occasion de rappeler aussi, pitié, si vous vous posez des questions dans votre boulot et tout, mais même si vous êtes en intérim et tout ça, justement, il y a besoin d'aller reconquérir du terrain syndical dans ces boulots-là, dans les boulots dans les trucs, l'auto-entreprise, l'intérim, etc. C'est des trucs qui ont été fabriqués, non, mais qui ont pour effet de niquer le collectif dans le travail. Et quand vous êtes chacun individuellement face à votre patron, c'est hyper dur de pouvoir se motiver, de pouvoir faire des trucs, alors que quand on se met en collectif, quand on se met en groupe pour s'opposer à quelque chose, c'est là qu'on trouve l'énergie, la possibilité de faire grève, de mettre la pression, de connaître ses droits, d'aller engager un rapport de force directement avec son patron, mais aussi un rapport de force au niveau national politique pour obtenir des trucs. Et donc, on ne peut que vous dire go CGT, les copains, enfin go CGT ou d'autres syndicats, bien sûr. Hein. Mais voilà, go se syndiquer, les potes. Il y en a qu'on préfère. On a des petites préférences, c'est vrai. Mais go se syndiquer, les potes, hein, c'est hyper important. Mais ouais, en plus... Vas-y, Zo. Je voulais te lancer, sur ta take sur l'IP, Chris, pour nous expliquer un peu l'importance des ce que je disais expériences. avant la CAPS. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Salman, c'est de désindividualiser le travail. Voilà. Ça ne sert pas à se réaliser, etc. Et là, ce qu'on voit chez ce jeune homme, on en profite, ça nous amuse, mais il y a quelque chose de fond, qu'on entend une petite musique sur la génération Z, ou même qui n'a pas été que ça. Je vous conseille un livre, par exemple, de Bertrand Chamaillou sur le travail et sur la sortie du Fordisme, où il explique justement comment, à la fin des années 60, un prolétariat avec l'emploi en masse, la société ingouvernable, merci le chat, meilleur chat de ça bouge pas, effectivement, où il explique justement comment ça commence à déserter dans les usines, à revendiquer, à vouloir se réapproprier, etc. Et comment le point culminant de l'organisation collective du prolétariat a mis en tension la bourgeoisie
justement parce que le prolétariat se pensait comme une force motrice collective pour la production et pas simplement comme un agrégat d'individus qui cherchent leur voie, etc. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'était un moment où on reprochait aux gens de ne pas vouloir travailler, de trop critiquer le travail, de ne pas vouloir bosser, aux jeunes générations de ne pas vouloir bien s'intégrer, comme on fait aujourd'hui avec les générations Z. Comme beaucoup de gens vont, si vous mettez imagine cet extrait sur LinkedIn, imagine cet extrait sur LinkedIn, la violence qu'il va prendre ce jeune homme. Ah bah c'est bien la génération Z, etc. Mais donc, et non, en fait, nous on va retourner le truc, on va dire c'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est exactement comme ça qu'il faut se comporter. C'est-à-dire, le travail ne sera que ce qu'on va en faire. La bourgeoisie déteste plus que tout un truc, ce n'est pas simplement qu'on la mette en tension, qu'on fasse grève ou quoi que ce soit. Ce qu'elle déteste, c'est qu'on reprenne la main sur le travail. Ce qui lui fait peur, c'est qu'on conteste sa vision du travail, hiérarchisé, divisé, etc. Le travail, je le dis à tous les gens, surtout des gens qui vont rentrer dans le monde du travail récemment, ne sera que ce qu'on en fera comme organisation. Et on parlait des années 70, il y a une expérience qui est magnifique là-dessus, qui est l'expérience des LIP. On pourrait en faire il y a des reportages là-dessus. On pourrait... Zoé, ce serait plutôt notre truc de faire ça, de regarder le reportage et de le commenter. Oui, carrément. Mais j'en connais un super bien. Oui. Et du coup, c'est une expérience où justement les gens se sont réappropriés leur entreprise et ils ont dit, nous, on va faire tourner la machine de montre sans la bourgeoisie. Et bien ça les a rendus dingues. Toute la bourgeoisie, et ça tournait même mieux. Et toute la bourgeoisie en fait en sorte de la boycotter, de la casser, etc. Parce que c'était impossible, qu'il fallait rendre impossible. Et ça, aujourd'hui, il faut absolument que vous ayez en tête la désertion du travail, la détestation du travail. Ce n'est pas... C'est exactement ce que veut la bourgeoisie qu'on ait en tête. C'est exactement le gaslight que la bourgeoisie ait en tête. Pour que vous y alliez à reculons, pour que vous y alliez seul, sous la contrainte, sous la violence. Ce qu'elle a peur, c'est que vous dites le travail est à nous, on va le faire, on va le réorganiser et on va le collectiviser. Et ça, les expériences de LIP, les gens qui reprennent leur boîte, là il y a Duralex, les Scopti, etc. Il n'y a rien de parfait, etc. Mais tout ça, ça doit être encouragé. Voilà. Donc, c'est vraiment important parce que c'est pas simple aussi. C'est pas simple. Moi, pour l'avoir vécu, des fois, t'as envie de dire, fais chier, quoi. J'ai envie de, allez, je vais monter mon petit truc, je vais essayer de me démerder pour surtout pas avoir à supporter ça. Mais plein de fois, moi, j'y ai pensé. Plein de fois, je me suis dit, allez, je suis pas con, j'ai des expériences, je vais faire du conseil, machin. Non. On se bat et il n'y a pas de résilience, il n'y a que de la résistance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Let's go. Excellent mot de la fin, mon petit Chris de Position Revue. Alors, ça me permet, les amis, de rappeler que la revue Position Revue, c'est la revue de notre asso et que on réfléchit à des trucs et notamment aux expériences de travail des gens. Et il y a toute une série qui s'appelle Les Chroniques de l'exploitation où on invite des personnes de plein de milieux professionnels différents à venir témoigner de leur expérience de travail. Il y en a qui sont incroyables. La dernière qui est sortie, c'est une ingénieure qui parle du burn-out qu'elle a fait. La chronique est super. Il y en a plein d'autres. Moi, j'en avais fait une sur la vie d'étudiante en médecine à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est livreur de pizza qui a raconté son expérience. Enfin, voilà. Donc, on vous invite déjà à aller lire sur le site de la revue Position Revue les différentes chroniques de l'exploitation qui sont sorties. Position au pluriel. Mais vous pouvez aussi contactez la revue Position Revue pour soumettre vous-même vos propres chroniques de l'exploitation pour qu'on parte de nos expériences concrètes, des expériences de chacun du terrain, penser le travail ensemble, essayer de pointer les différentes difficultés qu'on y trouve et y remettre du collectif dans tout ça pour voir comment on va trouver des solutions pour faire face à la bourgeoisie dans ce rapport de force compliqué qui existe depuis très longtemps mais qui risque de s'intensifier avec la crise. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, nous soutenir sur le Tipeee. Nous ne nous payons pas avec le Tipeee, mais nous payons le monteur, le miniaturiste, du matos, des projets qui vont arriver de plus en plus dans les
prochains mois. Vous pouvez nous suivre sur nos Twitter respectifs, sur nos Blue Sky. Vous pouvez aller sur la chaîne principale de PADU, PADU, sur laquelle est récemment sorti un vlog de notre rencontre à l'initiative de Réseau c'est bien Salariat ça. de Bernard Friot pour parler de sécurité sociale des médias. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage pour la lutte, de vous syndiquer. À plus De tout vous le monde. organiser, Salut. de vous structurer. T'as raison. À plus à tous.